Alors, on avait passé donc 2 séances à parler du dualisme primaire-secondaire. Je ne sais pas si c'est clair dans votre tête maintenant. Ce dualisme qui existait finalement entre 2 systèmes. Et qui a duré au moins jusqu'à officiellement supprimé à partir de 1975. Alors le deuxième point que je voulais aborder, c'était l'évolution de l'enseignement féminin, l'enseignement des femmes, pour les filles, pardon, et pour les femmes aussi. Bon, j'ai trouvé quelques textes qui vont vous faire bondir, peut-être, on verra après, aux quelques jugements, n'est-ce pas, de l'époque. Bon. On va voir donc l'enseignement féminin de 1800 à nos jours. L'évolution, donc, je vais commencer, on va faire simple, l'évolution de l'enseignement primaire féminin, et puis l'évolution de l'enseignement secondaire, parce que c'est là où il y a eu le plus de débats pour l'enseignement secondaire. Et puis enfin, la mixité, ce qu'on appelait au XIXe siècle la coéducation. Puis après, c'est encore après la Première Guerre mondiale, on parlait de coéducation, puis on a parlé effectivement de mixité. La mixité qui est obligatoire dans tout le système éducatif depuis 1975, même réforme Haby. Alors elle a existé avant, mais elle est devenue une obligation en 1975. Bon. Alors, là, pour commencer, j'ai mis toute la période qui va jusqu'à la Troisième République, même dans l'enseignement primaire féminin, c'est pas la priorité des gouvernants qu'on a eus. L'instruction des filles est restée essentiellement entre les mains de l'Église jusqu'au début de la Troisième République, des congrégations religieuses. Je vais vous lire un propos de Napoléon Ier. Aujourd'hui, ça lui vaudrait des critiques, mais MeToo n'existait pas à l'époque. Alors, il écrit ça, Napoléon Ier. La faiblesse du cerveau des femmes, excusez mesdames, mais la mobilité de leurs idées, leur destination dans l'ordre social, c'est surtout ça, leur destination dans l'ordre social, la nécessité d'une constante et perpétuelle résignation et d'une sorte de charité indulgente et facile, tout cela ne peut s'obtenir que par la religion, une religion charitable et douce. CQFD, on laisse la responsabilité à l'Église pour s'occuper des femmes. Alors, à la même époque, ou un peu après, il y a un personnage, Monseigneur Dupanloup, qui a été évêque, notamment à Orléans longtemps, et qui a été un responsable de l'enseignement catholique, et un farouche défenseur de l'enseignement catholique au XIXe siècle. Il écrivait ceci: « Les jeunes filles sont élevées pour la vie privée dans la vie privée. Pour la vie privée dans la vie privée. » Bon. Je vous laisse deviner ce que ça... On ne sait pas ce que ça peut vouloir dire, mais enfin, on peut deviner plein de choses. Je demande qu'elles ne soient pas conduites aux cours, aux examens, aux diplômes, aux distributions qui préparent les hommes à la vie publique. Donc les femmes à la maison, quoi. L'enseignement secondaire des jeunes filles est demeuré généralement religieux, et la famille, si ébranlée, doit à cet enseignement ce qui lui reste de pureté. Je demande qu'on ne forme pas pour l'avenir des femmes libres penseurs. Voilà, c'est ça surtout. Voilà. Bon, mais c'est un peu le climat qui... alors on va voir qu'il y a des exceptions, bien sûr. Heureusement qu'il y a eu des exceptions. Alors si on voit officiellement, sous la Restauration, il y avait eu une circulaire en 1816 qui recommandait aux communes, ne l'imposait pas, de se doter d'une école primaire. Mais il ne mentionnait pas les filles, c'était les garçons. Il faut attendre 1819 pour qu'une circulaire étende la recommandation de 1816 à l'instruction des filles. Mais il est précisé que les brevets de capacité pour y enseigner, dans ces écoles de filles, sont moins exigeants que pour l'instruction des garçons. Et même dans le cas
des institutrices qui viendraient d'une congrégation religieuse, il n'y a pas de brevet de capacité du tout exigé, simplement un certificat de moralité. Voilà. Bon. Par conséquent, sous la Restauration, c'est le seul texte officiel qui régisse l'enseignement primaire féminin. Alors la monarchie de Juillet s'est penchée davantage sur ces problèmes après la loi Guizot de 28 juin 1833, qui instaurait cette fois-ci l'obligation d'avoir une école primaire dans chaque commune. Une école primaire publique, obligatoire dans chaque commune, avec la circulaire Guizot de juin 33. Mais là aussi, aucune mention des filles. On disait que on pouvait peut-être admettre des filles chez les garçons, mais la mixité, ça suscitait des craintes et des critiques. J'y reviendrai tout à l'heure, surtout dans l'Église catholique. Parce que on disait, vous pouvez avoir une école mixte, mais dans ces cas-là, veillez bien à séparer les garçons et les filles dans la même salle, qui se voient pas, ou du moins qui se croisent pas. Et dans certaines écoles, il y a eu des règlements où on disait il faut faire sortir les filles avant un garçon ou après les garçons, mais séparément. Bon, voilà. Alors, par contre, 1836, il y a une ordonnance qui s'intéresse aux filles 3 ans après, comme en 1819 par rapport à 1816. Chaque commune est invitée à avoir une école primaire pour filles. Mais, alors, les programmes, eh bien, pour les programmes pour les filles, on prenait les programmes des garçons, mais on ajoutait ce qu'on a appelé pendant longtemps, entre guillemets, les travaux d'aiguille. Les travaux d'aiguille. C'est joli comme expression. Bon. Alors, la loi Guizot de 1833, elle proclamait aussi la liberté d'enseignement. Donc, elle laissait le champ libre aux congrégations religieuses féminines. Et 36, et c'est ça, si vous voulez, ça encourageait ça à créer des écoles primaires, mais avec des institutrices qui viennent des congrégations religieuses. Bon, à la même époque, la loi Guizot oblige en 1833 les départements à fonder une école normale d'instituteurs pour former les instituteurs, mais pas les institutrices. Rien n'est prévu. On ne forme pas d'institutrices. Alors, c'est l'ordonnance du 23 juin 1836, après avoir, logiquement, parallèle à celle qui demande d'ouvrir une école primaire pour les filles dans chaque commune, eh bien, il faut former des institutrices. Donc, l'ordonnance du 23 juin 1836 encourage l'ouverture d'une école normale de jeunes filles ou de cours normaux. On appelait ça aussi, s'il n'y avait pas une école normale, on pouvait avoir une sorte d'ersatz qui s'appelait les cours normaux de jeunes filles. La première a vu le jour dans l'Orne en 1838. Et les Hautes-Pyrénées ont suivi assez vite pour avoir un cours normal de jeunes filles, non pas à Tarbes, mais à Bagnères de Bigorre, et qui était aux mains de congrégations religieuses. Bon. Et voilà, on en est là à la fin de la monarchie de Juillet. Troisième texte qui précise quelque chose sur l'enseignement primaire féminin, c'est la loi Fallou du 15 mars 1850. Nous sommes toujours sous la Deuxième République, mais après l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la tête à la présidence de la République, le premier président de la République qu'on ait eu, et puis après les élections législatives de 1849 qui avaient amené une majorité conservatrice. Alors, la loi Fallou oblige les communes de plus de 800 habitants à entretenir une école de filles, mais en organisant la liberté de l'enseignement primaire. Donc, c'était au bénéfice aussi des congrégations religieuses, pour les filles. Alors,
Parce qu'il y avait la tradition ne voulait pas qu'on instruise des filles, que les filles aient comme instituteurs des hommes. Il fallait des femmes. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, on constate que la majorité des institutrices au milieu du XIXe siècle sont des religieuses. Hein. En plus, il n'y a pas besoin de brevet, hein, de capacité. Alors bon, et à l'époque, selon des statistiques, je ne sais pas si elles sont fiables, mais enfin, c'est des historiens qui les ont établies, 70% des jeunes filles en France suivent l'école congréganiste, hein, et non pas l'école primaire publique. Alors la loi du RUI était favorable à l'enseignement féminin, hein, et à l'enseignement secondaire féminin. On le verra en ce qui concerne l'enseignement secondaire. Duruy, lui, il a abaissé le seuil. Il fallait du nombre d'habitants par commune pour avoir une école primaire pour les filles. Il l'a abaissé à 500 habitants, hein, comme pour les garçons. Voilà. Il voulait qu'environ les 2/3 des filles soient scolarisées, bon, dans le pays. Et les programmes ne changent pas. En fait, ils sont définis en fonction des rôles sociaux assignés aux femmes. Hein. Le rôle social de la femme, ben, c'est d'être une mère de famille et d'élever les enfants, c'est ça, hein, en gros. Bon, et les hommes, eh ben, bon, il faut leur donner un minimum d'instruction. Il ne faut pas oublier qu'il faudra en faire un jour des soldats aussi, etc. Donc, ou des ouvriers, ou des paysans, mais bon, le rôle social de la femme et de l'homme n'est pas conçu de la même, n'est pas le même. Et c'est en fonction des pratiques de l'époque que, effectivement, on en reste là. Alors, il faut attendre en fait la Troisième République pour que, à partir de 1880, les choses changent. Alors, évidemment, on connaît un personnage qui est Jules Ferry. Jules Ferry qui a été un éphémère ministre du gouvernement du gouvernement provisoire après le 4 septembre 1870, hein, le gouvernement de défense nationale, jusqu'à ce que le gouvernement aille à Tours, etc., bon, jusqu'au début de l'année 71. Et puis après, Jules Ferry sera dans l'opposition jusque vers 1878-79, hein, quand les républicains commencent à être majoritaires ou, dans le cadre d'alliances, peuvent accéder au pouvoir. Il sera ministre à partir de 1879, Jules Ferry, hein, de l'instruction publique. Puis après 1882, après la mort de Gambetta et l'échec du gouvernement de Gambetta, il deviendra chef du gouvernement, mais chef du gouvernement tout en étant en même temps ministre de l'instruction publique. Sous la troisième comme sous la quatrième, c'était fréquent, hein, que le chef du gouvernement soit aussi ministre est un ministère en charge. Bon, on a eu ça sous la cinquième. Une fois, si je ne me trompe pas, c'est quand Barre a été à la fois Premier ministre et ministre de l'économie et des finances pendant quelques temps, au tout début qu'il avait été nommé. Mais pas très longtemps, mais ça avait fonctionné. Bon, alors, Jules Ferry, il avait fait dès 1870 des discours sur la situation et sur l'évolution de la femme. Alors, je voudrais prendre quelques minutes pour vous lire des extraits d'un discours important qu'il avait mené. Alors, c'était encore sous l'Empire et il était dans l'opposition. Mais en avril 1870, il y a eu des élections législatives sous le Second Empire. Sous l'Empire libéral, les républicains étaient candidats. Et Ferry a fait un discours sur l'égalité d'éducation. Et ce discours, il définit sa position par rapport à l'enseignement des femmes. Je vous en lis quelques extraits, pas tout, mais bon, parce qu'il y a des choses amusantes aussi. Hein. Entre parenthèses, dans le compte-rendu, il y a marqué, entre parenthèses, rire, applaudissements, bon, rire nombreux, bon. Alors,
je vous lis quelques extraits. Réclamer l'éducation pour toutes les classes, sous-entendu toutes les classes sociales, ce n'est faire que la moitié de l'œuvre. Cette égalité, je la revendique aussi pour les deux sexes. La difficulté, l'obstacle ici n'est pas dans la dépense, il est dans les mœurs. Pour lui, ça coûte pas cher, c'est pas le problème de sous, c'est un problème de mœurs. Il est avant toute chose, décidément, il faut que j'enlève mes lunettes pour bien lire. Il est avant toute chose dans un mauvais sentiment masculin. Oui, l'obstacle, il est dans un mauvais sentiment masculin. Il existe dans le monde deux sortes d'orgueil. L'orgueil de la classe et l'orgueil du sexe. Celui-ci, beaucoup plus mauvais, beaucoup plus persistant, beaucoup plus farouche que l'autre. Cet orgueil masculin, il est enfoui dans les replis les plus profonds de notre cœur. Oui, messieurs, faisons notre confession. Dans le cœur des meilleurs d'entre nous, il y a un sultan. Rire nombreux. Bon. C'est vraiment là un trait du caractère français. C'est un je ne sais quoi de fatuité que les plus civilisés d'entre nous portent en eux-mêmes. Tranchons le mot, c'est l'orgueil du mal. Rire, évidemment, dans la salle. Je fais une parenthèse, mais dans la biographie qu'un historien qui est décédé maintenant, Jean-Michel Gaillard, avait faite de Jules Ferry chez Fayard, il y a longtemps, mais c'est un énorme pavé. Elle était intéressante parce qu'il avait eu accès aux archives privées, et en particulier à la correspondance de Ferry. Et jeune avocat, Ferry, il correspondait avec d'autres de sa génération, et notamment Gambetta. Et alors, ils avaient fait un peu le tour de la Méditerranée, comme tous ces jeunes voyagés. Ils avaient des idées politiques novatrices, mais ça ne les empêchait pas de voyager et de vivre. Et alors, il y a des échanges sur leurs aventures personnelles avec des femmes, de la part de Ferry et de Gambetta. Je me souviens quand j'avais lu ça, c'était amusant. Et là, je pense que effectivement, Jules Ferry, il a dû être un peu sultan à un moment de sa vie, du moins. Bon. Je sais que plus d'une femme me répond, à part elle, mais à quoi bon toutes ces connaissances, tout ce savoir, toutes ces études, à quoi bon? Je pourrais répondre à élever vos enfants, et ce serait une bonne réponse, mais comme elle est banale, j'aime mieux dire à élever vos maris. Applaudissements et rires. L'égalité d'éducation, c'est l'unité reconstituée dans la famille. Il y a aujourd'hui une barrière entre la femme et l'homme, entre l'épouse et le mari, ce qui fait que beaucoup de mariages, harmonieux en apparence, recouvrent les plus profondes différences d'opinion, de goût, de sentiments. Mais alors, ce n'est plus un vrai mariage, car le vrai mariage, messieurs, c'est le mariage des âmes. Eh bien, dites-moi s'il est fréquent, ce mariage des âmes. Alors, il pose de bonnes questions, là, en fait. Mais vous voyez que le problème de l'enseignement des filles renvoie au problème de la place des femmes dans la société, de la conception du mariage et des relations entre hommes et femmes. Alors, il dit aujourd'hui, il y a une lutte sourde mais persistante entre la société d'autrefois, l'ancien régime, avec son édifice de regrets, de croyances et d'institutions qui n'acceptent pas la démocratie moderne, et la société qui procède de la Révolution française. Bon, alors tout d'un coup, la Révolution française serait beaucoup plus libérale avec les femmes que les partisans de l'ancien régime, que les conservateurs. Or, dans ce combat, la femme ne peut pas être neutre. Les optimistes qui ne veulent pas voir le fond des choses peuvent se figurer que le rôle de la femme est nul, qu'elle ne prend pas part à la bataille, mais ils ne s'aperçoivent pas du secret et persistant appui qu'elle apporte à cette société qui s'en va et que nous voulons chasser sans retour. Les évêques le savent bien. On en revient au problème de la religion. Les évêques le savent bien. Celui qui tient la femme, celui-là tient tout. D'abord, parce qu'il tient l'enfant. Ensuite, parce qu'il tient le mari. Non point peut-être le mari jeune emporté par l'orage des passions, mais le mari fatigué ou déçu par la vie. Alors, nombreux applaudissements. Bon, c'est pour cela que l'Église veut retenir la femme, et c'est aussi pour cela qu'il faut que la démocratie la lui enlève.
Il faut que la démocratie choisisse sous peine de mort. Il faut choisir citoyen. Il faut que la femme appartienne à la science ou qu'elle appartienne à l'Église. Applaudissements répétés, fin du discours. Bon, une formule. Il faut que la femme appartienne à la science ou qu'elle appartienne à l'Église. Et alors les républicains, effectivement, ils vont travailler à créer un enseignement primaire public féminin. Voilà. Alors, à la fois pour des raisons, alors est-ce que c'est par recherche d'une égalité entre les sexes? C'est pas évident parce qu'on va voir qu'il y a des limites, en particulier dans la loi Camille C qui crée un secondaire féminin, on voit les limites. Mais il y a la volonté aussi de sortir les femmes de l'influence du clergé. Et de l'Église. Et c'est l'argument qui va être utilisé pendant très longtemps pour refuser le droit de vote aux femmes. Après la guerre, en 1919, l'Assemblée nationale avait voté le droit de vote aux femmes, avait accordé le droit de vote aux femmes. Mais le Sénat s'y est opposé. Et le Sénat s'y est opposé tout au long de l'entre-deux-guerres. J'ai enseigné à Bressuire, c'est dans le nord-ouest des Deux-Sèvres. C'est une zone qui était sous la Révolution, qui a fait partie de la Vendée militaire, comme on disait, donc qui s'est opposé à la République. Mais le noyau de la ville de Bressuire, il y avait un noyau républicain. Et donc ils ont défendu l'enseignement féminin. Mais dans l'entre-deux-guerres, le maire était aussi sénateur. Et c'est un personnage qui a mené la fronde contre le droit de vote féminin au Sénat. C'était un radical pourtant, mais il était contre. Et il disait, mais moi je peux vous dire que les femmes, elles vont voter comme vont leur dire les curés. Elles ne voulaient pas. Et résultat, dans ce petit bled, en 1935, il y a eu des féministes parisiennes qui ont débarqué et qui ont fait, c'était une petite ville qui à l'époque devait avoir 10 000 habitants, qui ont fait une grosse manifestation nationale pour protester contre le maire qui s'appelait René Herry d'ailleurs, et bon, ça faisait un événement important dans le bled. Surtout qu'il y avait à l'époque une couturière célèbre, enfin une couturière qui avait été connue comme Chanel, j'oublie son nom maintenant, mais je cherche Jeanne Berton ou quelque chose comme ça. Et elle venait régulièrement à Bressuire, elle le narguait un peu, parce que elle venait avec une décapotable, etc. Elle conduisait, elle défendait, l'émancipation féminine, etc. Mais alors elle faisait un peu de provocation. Alors l'Église protestait. C'est marrant, tous ces débats. C'était courant dans les provinces. Bon, je ferme la parenthèse. Mais donc, si vous voulez, il y a la volonté de sortir l'enseignement féminin des griffes de l'Église, si je puis dire. Alors, les lois de 1881-82, 81 c'est la gratuité, 82 c'est l'obligation et la laïcité. Pour le primaire élémentaire, ces lois, et c'est important, elles mettent à égalité garçons et filles. Pour les contenus de programme, avec les travaux d'aiguille toujours en plus. Mais elles mettent à égalité garçons et filles. Alors, ça, c'est quand même important. On a le même programme au niveau des bases du programme, le calcul, lecture, écriture. Et la loi Goblet de 1886, dont j'ai parlé, elle autorise pour la première fois la mixité dans les classes uniques. Alors ça, c'est pour des raisons économiques. Quand vous avez trop peu d'effectifs pour ouvrir une classe de filles et une classe de garçons, dans les villages de moins de 500 habitants, eh bien, on vous autorise à avoir une classe unique, mais à condition de séparer les garçons des filles, etc., etc., quoi. Bon. Mais cela dit, si on ne peut pas en avoir, on ne va pas se mettre à payer deux instituteurs, un instituteur et une institutrice, s'il n'y a pas assez d'élèves. Bon, ça, c'est quelque chose qui est toujours court. Bon, de la même façon, eh bien, sont créées des écoles primaires supérieures de filles, entre 14 et 17 ans, et des cours complémentaires mixtes. Les cours complémentaires, comme il y a moins de monde, en fait, là, on autorise la mixité. Mais pour les filles,
on crée les EPS de filles en 1880, au début des années 1880, avec un brevet supérieur à la clé. En 1886, il y avait 4000 filles scolarisées dans les EPS, et en 1922, elles étaient 23 000. Donc, il y avait eu quand même une forte progression. Alors ça, c'est important. Les programmes sont parfois un peu différents. Il y a toujours cette histoire de travaux ménagers ou de travaux d'aiguille. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est que on avait développé l'enseignement primaire, des écoles primaires supérieures pour filles. Dans le département des Hautes-Pyrénées, il n'y avait pas d'école primaire supérieure de garçons, mais il y avait eu une école primaire supérieure de filles à Vic. Et qui a été transformé ensuite en collège. Et ça, c'était l'influence en particulier de Joseph Fitt, qui était maire et conseiller général radical, alors anticlérical, lui, de Vic, Joseph Fitt, et avec le soutien d'Eugène Thénault aussi à cette époque-là. Bon, et puis nous avons dans la foulée la création, l'obligation d'avoir une école normale de jeunes filles dans chaque département ou en regroupant 2 départements, comme nous on l'aura ici après. Création d'une école normale de jeunes filles, c'est la loi Paul Bert du 9 août 1879. Alors, il faut une école normale de jeunes filles dans chaque département pour former des institutrices. Parce que là, il faut que les filles aient comme enseignantes des femmes et que les garçons aient comme enseignants des hommes. Bon, ça, c'est une règle qu'il s'impose. Alors, ici, dans les Hautes-Pyrénées, par exemple, en 1879, les Républicains n'ont pas encore la majorité au Conseil général. Le président du Conseil général, c'est Dominique Cazot, qu'on surnommait l'aigle de Bénac, qui était un vieux bonapartiste, qui était en même temps parlementaire. Et lui, et sa majorité ne voulait pas. Il voulait qu'on transforme le cours normal de jeunes filles de Bagnères en école normale, d'institutrice, et en le laissant à la charge des religieuses qui s'occupaient bon. Et puis, il y a eu un changement de majorité au Conseil général des Hautes-Pyrénées, et les Républicains, le Républicain qui est devenu président du Conseil général, c'est Germain Dupré. Germain Dupré, qui n'était pas un laïcard, mais qui était d'accord pour ouvrir une école normale de jeunes filles à Tarbes. Et puis Thénault, qui était parlementaire à cette époque-là, a appuyé à fond auprès des gouvernements républicains. Je ne sais pas d'ailleurs si le fait qu'on ait appelé, après la mort de Thénault, la rue Eugène Thénault, de ce nom-là, c'est pas justement en liaison avec la création de l'école normale des filles. Je pense que oui, parce qu'il avait joué un rôle. Tu confirmes, oui. Bon. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que la rue Eugène Thénault égale prison. Bon, mais oui, les 3 prisons. Oui. Oui, mais aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. Alors, quand on lit la Nouvelle République, un tel, il est à Thénault. Bon, on sait ce que ça veut dire. Alors, ça donne une autre image de Thénault, alors que Thénault, en même temps, et je vais terminer là-dessus, parce que c'est la même boucle que pour l'enseignement primaire masculin, est créée une école normale supérieure à Fontenay-aux-Roses en juillet 1880. Et cette école normale va durer jusqu'en juillet 1987, Fontenay-aux-Roses. Alors, justement, je vous montre là le bâtiment qui avait été créé à Fontenay-aux-Roses à ce moment-là. Je vous le montre parce que Maxime Le Forestier, vous connaissez. Il y a une chanson qui date de 72, Forestier, il habitait Fontenay-aux-Roses, jeune Maxime Le Forestier. Et dans une chanson de 72 qui s'appelle Fontenay-aux-Roses, que vous pouvez trouver, j'ai réécouté ça il n'y a pas longtemps, justement pour voir. Et il décrit, vous êtes si jolie, ça commence comme ça, les filles qu'on voit passer dans la rue, etc. Et à la fin, il conclut en disant, je suis tombé amoureux de tout un pensionnat. Bon, voilà. Donc, lui, effectivement, en 72, l'école existait encore. Aujourd'hui, tout ça a été, dans un premier temps, en 87,
ils ont supprimé l'école normale supérieure, ils ont transféré à Lyon les deux écoles normales supérieures de Fontenay et de Saint-Cloud regroupées pour la partie scientifique, et puis les parties lettres et sciences humaines, c'était resté à Fontenay-aux-Roses et pas à Saint-Cloud. Et ça s'appelait l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Et puis après, ils ont fermé tout ça au début des années 2000, et tout a été rapatrié sur Lyon, aujourd'hui. Bon, il y avait conflit entre les littéraires et les scientifiques. Les littéraires disaient « Oh, mais nous, il faut qu'on reste dans la région parisienne, parce que Paris, il y a tout, quoi, sur le plan littéraire. Les scientifiques, ils peuvent partir, c'est pas un problème. » Bon. Mais, alors, et finalement, bon, ça s'est fait. Mais, en 2010, depuis 2010, il n'y a plus qu'une seule ENS à Lyon. Bon, et alors, j'en profite pour montrer, parce que on a défini des règles. Vous savez, les garçons, on avait dit pas de barbe chez les instituteurs à un moment donné, etc. Et chez les filles, il y avait une tenue obligatoire. Pour les institutrices, mais ça sera pareil pour les profs. Hein. Il fallait une tenue sombre, une robe, bien sûr, une robe noire ou sombre, et un chignon. Le chignon, c'était une obligation. Jusqu'en 1914, voilà. Alors, et là, c'est une reproduction d'un tableau d'une école qui se situe à Angers. J'aurais dû mettre le nom de l'auteur de la peinture du tableau. C'est une toile, en fait. Hein. Donc, effectivement, on voit bien le chignon de l'institutrice. Bon. Moi, je me souviens d'une inspectrice d'académie, il n'y en avait pas beaucoup dans les Deux-Sèvres, qui avait été directrice d'école normale, mais elle avait dû suivre elle avait toujours un chignon et des tenues sobres. Hein. Mais c'était dans les années 90, hein, 1990. Bon, c'était peut-être une manière de s'imposer. Hein. Bon. Je ferai pas de remarques, mais les principaux de collège qui étaient essentiellement des hommes, ils supportaient pas cette inspectrice. Ils l'appelaient Madame l'inspectrice et elle reprenait Madame l'inspecteur. Bon, jusqu'à ce qu'elle s'énerve. Bon, ça c'était un débat aussi. Bref, voilà. Donc en fait, ce que je veux que vous reteniez, c'est que on a un système. L'organisation de l'enseignement primaire masculin a été transféré, enfin, on a créé un enseignement primaire féminin sur le modèle de l'enseignement primaire masculin. Jusqu'à la guerre de 14, on a un ensemble qui est cohérent et qui tourne sur lui-même, quoi, en boucle. Alors, les débats, ils ont été surtout autour de l'enseignement secondaire. Parce que il s'agissait de permettre l'accès des filles à des responsabilités plus importantes. D'abord aux études supérieures. Il fallait avoir le bac pour pouvoir rentrer à l'université. Et ça a été un débat, le bac féminin. Est-ce que on peut autoriser les filles à accéder à l'enseignement supérieur ? Alors là, il y a des débats encore qui sont plus monstrueux. Dans l'enseignement primaire, bon, encore ça va, parce qu'elles vont pas occuper des fonctions très importantes et tout. Bien. Et puis, si les républicains ont suivi, c'est parce que ils ont favorisé l'enseignement primaire féminin public. C'était pour l'enlever aux religieux. Hein. Bon, et puis c'était la masse des jeunes filles qui étaient concernées, hein, la masse des femmes. Par contre, quand il va s'agir des lycées, alors là, on va voir les limites de nos républicains, y compris Ferry. Bon, alors, il n'y a pas d'enseignement secondaire féminin avant la Troisième République. Hein. Les lycées sont réservés aux garçons, dès 1808. Aux garçons comme élèves et aux hommes comme enseignants, bien entendu. Bon, alors, et ça va durer jusqu'à la Troisième République. Il y a des exceptions notoires. Voilà. C'est pour ça que je voudrais quand même raconter des exceptions notoires, parce qu'il y a eu des femmes à très forte personnalité qui se sont imposées. Alors, on a une femme qui s'est imposée, et qui a été acceptée pour passer le bac. Alors, comment elle l'a fait, on va parler un peu. C'est Julie Victoire d'Aubier. 1824-1874 sont ses dates de naissance et de décès. Elle a été bachelière en 1861, à plus de 30 ans. Hein. Bon, c'est la première bachelière française. Je vais vous montrer son portrait après. Ensuite, la deuxième, c'est Emma Chenu, dont j'ai pas trouvé de photo, qui a passé le bac en 1863,
sur l'exemple de Julie Victoire d'Aubier, et qui a été la première à avoir une licence en sciences en 1868. Mais elle a dû batailler. Hein, parce qu'ayant le bac, on ne pouvait pas leur refuser l'accès à l'université. Hein, vous savez que le bac est toujours encore, selon la loi, le premier grade universitaire. Hein, bon, c'est pour ça qu'il y a débat. Hein. Est-ce que finalement, vous savez que un des débats actuels, il y a plein de gens qui disent bon, il faut arrêter avec ça. Hein, pour entrer à l'université, le bac, il s'est dévalorisé, etc., etc. Donc, il faut créer un examen d'entrée à l'université, où il faut faire une sélection à l'entrée à l'université. Ce qui fait que le bac, à ce moment-là, perdrait sa fonction de premier grade universitaire. Et c'est pour ça que les jurys de bac sont toujours présidés par un universitaire. Hein, on va chercher un prof d'université, si on trouve des volontaires, parce que c'est pas toujours évident, hein, pour aller présider les jurys, hein, surtout quand c'est loin. Alors, il peut y avoir des exceptions. J'en cite une parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait des études à Toulouse ici ou en histoire, mais il y a un historien toulousain, Bartholomé Benassar, ça vous dit peut-être quelque chose. Alors, Bartholomé Benassar, la dernière fois que je l'ai vu, c'est quelqu'un qui est mort, nonagénaire, je pense, je l'ai vu, il avait publié un bouquin sur la pêche à la ligne. Et c'était une de ses passions, la pêche à la ligne. Et c'était au salon du livre de Vic, en Bigorre. Moi, je passais par là, et puis je tombe sur Benassar, j'étais très content, je lui ai acheté son bouquin. Et évidemment, moi j'étais étudiant, mais dans un amphi où il y avait du monde, il se souvenait pas de moi, puis moi je n'avais pas eu trop affaire à lui, mais c'était intéressant. Et dans ce bouquin, il raconte comment il était volontaire tous les ans pour aller faire passer le bac, présider les jurys dans l'Ariège. Parce que, bon, le premier jour c'était le matin, et puis après quand il y avait les oraux, bon, lui, il devait être là le soir. Ce qui fait qu'il passait toute sa journée à la pêche à la ligne. Il demandait au prof du coin où c'est qu'il y a des bons coins, et il allait pêcher, et le soir, hop, il s'arrangeait pour être vers 18h au jury pour... Et il disait que c'était de très bons moments d'aller présider le jury du bac dans un autre coin parce que beaucoup, n'est-ce pas, voulaient rester sur Toulouse. On n'allait pas perdre du temps avec le bac, quoi. Bon, c'est très comique. Et notamment, alors si vous lisez son bouquin sur la pêche, vous lisez un jour, il a de bons coins. Dans le ruisseau d'Isabi et dans le Bastan, dans notre secteur, parce qu'il avait une fille qui a été secrétaire de mairie à Luce-Saint-Sauveur, et il venait prendre son petit-fils et aller à la pêche avec lui, et alors il raconte aussi ces épisodes de pêche dans le Lavedan. Bon, mais souvent, c'était difficile. Ce premier grade universitaire, c'était important, donc il fallait que les filles aient le bac pour pouvoir aller à la fac, à l'université. La troisième, j'ai marqué que les premières femmes qui ont eu quelque chose en France, bon, parce qu'il y en a eu d'autres après, mais la première à avoir été médecin, c'est une Française qui s'appelle Madeleine Bress. Je vous en dirai deux mots après. Ça aussi, c'est une drôle d'histoire. Et puis, après, vous connaissez tous Marie Curie, mais qui, elle, avait déjà l'équivalent du bac quand elle est venue de Pologne, et qui est devenue la première professeure d'université en France en 1903. Hein. Mais en 1903, elle avait déjà eu le prix Nobel avec son mari. Et puis elle aura un deuxième prix Nobel. C'est la seule femme qui ait eu 2 prix Nobel. Hein. 2 fois le prix Nobel en physique. Bon, donc il y a des exceptions, vous comprenez. Et toutes ces femmes, ce sont des modèles. Hein. Aujourd'hui, certaines ont leur nom dans des rues, dans leur village ou dans des villes importantes, etc. Bon. Et Jules Ferry, en 1870, quand il est devenu ministre dans l'éphémère gouvernement de la Défense nationale, il avait créé une commission de réflexion pour mettre en place un enseignement féminin, dans laquelle commission il y avait Julie Victoire d'Aubier et Emma Chenu. C'est-à-dire les deux qui avaient déjà eu un bac. Bon, alors les voilà, j'ai pas la photo de Chenu, mais vous avez la photo de Jeanne Victoire d'Aubier. Et alors, elle paraît très âgée, hein. Et oui, mais elle a eu, quand elle a eu le bac, elle avait 37 ans. Hein. Bon, mais là, 37 ans, elle est quand même, elle paraît âgée pour 37 ans. Alors, c'était une femme qui
avait étudié à l'école primaire et avait bénéficié de l'école primaire supérieure, des EPS, et avait son brevet supérieur. Bon. Et puis, elle a écrit des ouvrages, et elle avait écrit un ouvrage sur la condition de la femme pauvre au XIXe siècle, avant d'avoir le bac. Et elle s'est présentée au baccalauréat. Mais le problème, c'est que pour avoir la formation, il fallait que ce soit une formation privée, qu'elle se débrouille elle-même. Voilà, ce qu'elle avait fait, d'ailleurs. En particulier, le latin, parce que le latin était obligatoire. Alors, on va voir après le débat qu'il y a eu, est-ce qu'il faut apprendre le latin aux femmes ou pas. Bon, tout ça, ça paraît surréaliste aujourd'hui. Elle a présenté le bac à l'université de Lyon, qui a accepté qu'elle concourt à l'âge de 37 ans. Et elle a été reçue. Voilà. Alors après, elle continuera à faire des études, et elle passera une licence de lettres à la Sorbonne, mais après que Emma Chenu ait eu sa licence en sciences. Mais ça a été une journaliste après. Elle a fait beaucoup de journalisme. Julie Victoire d'Aubier, elle s'était engagée, quoi. Journalisme, et en particulier du journalisme économique aussi. C'était une femme qui s'engageait sur le plan économique. Alors, Emma Chenu, elle a obtenu son diplôme en 1863, 2 ans après d'Aubier. Il faut dire que Julie Victoire d'Aubier était originaire des Vosges et d'un milieu, ses parents étaient artisans dans le textile, ils avaient une petite entreprise textile. Emma Chenu, était d'une famille beaucoup plus modeste. Le cas de Madeleine, de Madeleine Bresse, oui, et Emma Chenu, son père était épicier, voilà, à Paris. Et elle avait obtenu, elle aussi, le brevet supérieur en 1855. Ce sont donc des filles qui étaient passées par l'école primaire supérieure. Bon, quant à Madeleine Bresse, c'est une dame qui est une fille de Charron, et qui, dans sa jeunesse, avait accompagné des infirmières religieuses à l'hôpital de Nîmes. Et comme à l'époque, elle avait été mariée jeune par ses parents, elle avait été mariée à l'âge de 15 ans, à un conducteur d'omnibus, en 1858. Et puis, elle voulait faire des études. Bon, et elle a préparé, alors, de manière privée, avec des amis, des aides, et des religieuses aussi qui les ont aidées, elle a préparé le bac lettres et sciences en 1866. Et elle l'a eu. Elle a été autorisée à s'inscrire en fac en 1868 de médecine, après le bac. Alors, il y avait deux obligations. On ne voulait pas d'elle en fac de médecine. Elle a été autorisée à s'inscrire après intervention de Victor Duruy, ministre de l'instruction publique. Avec le soutien, elle avait écrit à l'impératrice Eugénie. Et avec le soutien de l'impératrice Eugénie, elle a pu s'inscrire à la fac. Avec une condition aussi, qu'elle a obtenue rapidement, c'est que les femmes étaient considérées comme mineures. Et elles ont été considérées comme mineures, juridiquement, pendant très longtemps. Il n'y avait pas question d'âge. Il fallait l'autorisation du père ou du mari pour s'inscrire à la fac. Bon. Je rappelle quand même que c'est au début des années 60, 72-63, il faudrait vérifier, que les femmes ont été autorisées à avoir un compte en banque séparé du mari. Jusque-là, c'était pas le cas. Bon. Et au niveau scolaire, l'autorité parentale unique, ça date de Giscard, les années 60, après 75, 76. Jusque-là, souvenez-vous, quand le père mourait, les enfants mineurs, les garçons et les filles mineures, avaient un tuteur, qui pouvait être le grand-père s'il était encore en vie, ou un frère aîné, ou un oncle. Mais la mère n'avait pas d'autorité.
sur les enfants. Il a fallu attendre la loi sur l'autorité parentale, mais il faut attendre les années 1970, quoi. Ça fait quand même, quand on dit tout ça, on se dit que, bon, il y a plein de choses qui ont changé quand même. Hein. Donc, elle est autorisée à s'inscrire à la fac de médecine. Elle avait fait une préparation solitaire, comme beaucoup de gens, et comme pour toutes les femmes qui faisaient des études supérieures, il fallait pour avoir le consentement du mari ou du père. Hein. Bon, elle a voulu passer une thèse. Elle a fait une thèse d'ailleurs sur le lait maternel en 1875. Et après sa thèse, elle est devenue médecin. Mais elle avait déjà 26 ans et 3 enfants, hein, et un mari consentant. Pour faire, on lui a refusé l'internat. Elle n'a pas pu passer le concours d'interne ni le concours d'externat parce qu'on ne voulait pas créer de précédent. Voilà, c'était ça surtout. C'était l'argument du doyen de la fac de l'époque. Pourtant, pendant la guerre, en 1870, elle avait fait fonction d'interne dans un hôpital parisien entre septembre 70 et juillet 71. C'est-à-dire qu'elle avait été au front, hein, entre guillemets, pendant le premier siège de Paris, des Prussiens encerclant Paris, et puis ensuite pendant la Commune. Donc elle a joué un rôle important. Et le doyen écrivait « Par sa tenue parfaite, elle a justifié l'ouverture de nos cours aux élèves de sexe féminin ». Et pourtant, le même doyen lui refusait ensuite le concours d'externat pour pas créer un précédent, quoi. Et alors, en 1868, il y a un médecin qui écrit dans la Gazette des hôpitaux, c'était le docteur Henri Montagnier, alors rien à voir avec un homonyme plus tard, c'est pas le même, il dit, alors là aussi, pour faire une femme médecin, il faut lui faire perdre la sensibilité, la timidité, la pudeur, l'endurcir par la vue des choses les plus horribles et les plus effrayantes. Lorsque la femme en serait arrivée là, que resterait-il de la femme ? Ni une jeune fille, ni une femme, ni une épouse, ni une mère. C'était trop dur pour elles, vous comprenez. Elles n'avaient pas quand même, elles n'étaient pas assez solides pour être médecins. Bon, alors c'est quand même. Alors elle a renoncé à l'externat et elle a préparé une thèse obtenue en 1875 et ça a été la première femme docteur en médecine. Après, elle s'est spécialisée dans la puériculture et elle a fondé une crèche modèle en 1885. Elle est décédée à 79 ans, mais pas dans la fortune. Madeleine Bress. Voilà, Marie Curie. Bon, vous connaissez tous son histoire. Je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, donc en fait, il y a des exceptions qui ont montré que les femmes pouvaient suivre des études supérieures, des études secondaires, et puis aussi passer ensuite dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est la Troisième République qui va créer l'enseignement secondaire féminin, avec la loi dite Camille C du 21 décembre 1880. Bon, alors c'est une loi progressiste puisqu'elle crée l'enseignement secondaire féminin. Néanmoins, c'est comme aujourd'hui, c'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi. C'est-à-dire que ça émane d'un député, je précise, quand c'est un député qui fait une proposition de loi, qui émet un projet de loi, c'est une proposition. Quand c'est le gouvernement, c'est un projet de loi. Ça veut dire que le gouvernement soutient son projet. Par contre, le gouvernement, il ne soutient pas forcément les propositions de loi. Bon, ce sont des choses que on a vues récemment, quand par exemple Olivier Falorni avait fait une proposition de loi sur la fin de vie. C'était une proposition de loi. Et celle qui a été adoptée récemment, mais par l'Assemblée nationale seulement, c'est une proposition de loi. Et c'est pour ça que Bayrou, est-ce que le gouvernement doit transférer ça au Sénat ? Bon, il émettait des réserves.
Et il y a une proposition de loi célèbre, c'est celle de Lucien Wirth, qui en 1967 crée la contraception, le droit à la contraception. Lucien Wirth était un médecin, mais ça avait été aussi un gaulliste pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait aussi joué un rôle à Alger en 1958 avec Chaban et d'autres pour permettre le retour au pouvoir du général de Gaulle. Il avait l'oreille du général. Et il lui a proposé, il a donc, avant de déposer sa proposition de loi sur la contraception, c'est lui qui le raconte, il a rencontré de Gaulle pour lui en parler. Et il se disait, de Gaulle étant un catholique, peut-être conservateur, je vais me faire jeter et fusiller. Et il avait argumenté. Et il dit, au bout de mon argumentation, il m'a posé des questions, et il n'était pas hostile. Alors, il lui dit, bon, alors est-ce que vous voulez faire un projet de loi sur cette question? Parce que c'était l'idée de Neuwirth. Et de Gaulle lui répond, non, pas un projet de loi. Déposez votre proposition de loi. Bon, très bien. Et si elle est votée, est-ce que vous la ferez appliquer? Ah, si elle est votée, mon rôle, c'est de l'appliquer. Voilà, de signer le décret d'application. Sous-entendu, c'était un blanc-seing. Il lui a donné l'autorisation de déposer sa proposition de loi, s'engageant à, si elle était votée, à la promulguer, mais il voulait pas emporter la responsabilité. Alors, tout le monde dit c'était à cause de Tante Yvonne. Mais bon, ça, j'en sais rien. Mais bon, c'est vrai que c'était une situation difficile. Mais voilà une proposition de loi qui est devenue une loi. Et bien, Camille C, c'est la même chose. C'est un avocat, Camille C. Je vais vous montrer son portrait. C'est celui qui est à votre gauche. C'est un avocat qui a jamais été ministre, qui était un député de la gauche républicaine où il avait battu un radical intransigeant. Il était proche de Ferry. Il avait le soutien du ministre de l'Instruction publique, mais c'était le même cas que pour Neuwirth. Le ministre de l'Instruction publique voulait pas proposer cette loi comme projet. Donc, il encourage Camille C à déposer sa proposition, et une autre proposition, alors plus avancée, est faite par un autre député qui lui était plus anticlérical, qui est Paul Bert. Paul Bert qui lui sera ministre, qui sera ministre de l'instruction publique de Gambetta, et puis qui après quittera pas la politique, mais qui quittera le domaine de l'éducation et qui ira en Indochine. Il est mort comme gouverneur du Tonkin. Quand il est mort, il était gouverneur du Tonkin, il est mort à Hanoï. Il a contracté je ne sais plus quelle maladie et il est mort à Hanoï en 1886. Mais donc la commission de l'Assemblée, de la Chambre, a retenu la proposition de C, qui était plus modérée, en acceptant cependant des amendements de Paul Bert. Enfin bon, bref, c'est le schéma qu'on voit aujourd'hui. On fait une proposition, il y a des amendements, etc. Bon, alors, Camille C est un personnage qui estime que les femmes doivent pouvoir accéder à l'enseignement secondaire. Et il a une formule, il dit « La France n'est pas un couvent, la femme n'est pas de ce monde pour être religieuse. » Bien. Donc on peut se dire, c'est quelqu'un qui est favorable à l'enseignement féminin et à l'émancipation féminine. Néanmoins, il y a des limites, parce qu'il poursuit en disant, elle est née pour être épouse, elle est née pour être mère. On ne perd pas les objectifs. En fait, c'est toujours le même débat. Il faut enlever l'influence de la formation des féminines, des femmes, même dans le secondaire. Il faut enlever l'influence au clergé, mais sans aller trop loin, quoi. Il dit aussi, par ailleurs, on ne voit pas que les femmes, membres comme nous de la société politique, nos égales, puissent être laissées de côté, car l'État fait de lourdes dépenses pour l'instruction secondaire et supérieure des garçons.
Tant que l'éducation des femmes finira avec l'instruction primaire, il sera presque impossible de vaincre les préjugés, les superstitions, la routine. Les femmes, quoi qu'on fasse, dirigent les mœurs. Et c'est par les mœurs, plus encore que par les lois, que se font les peuples. Peu à peu, l'habitude s'est introduite parmi les jeunes filles riches de passer l'examen d'institutrice. Elles ont leur diplôme de capacité, comme leurs frères ont leur diplôme de bachelier. Et quelques-unes même, prises d'émulation, passent l'examen de bachelier avec succès. Il ne s'agit ni de détourner les femmes de leur véritable vocation, qui est d'élever leurs enfants et de tenir leur ménage, ni de les transformer en savants, en bas bleus, en ergoteuses. Il s'agit de cultiver les dons heureux que la nature leur a prodigués pour les mettre en état de mieux remplir les devoirs sérieux que la nature leur a imposés. Nous proposons de commencer par établir dans des très grandes villes un nombre restreint de collèges de jeunes filles. Bon, alors, donc, le débat, il est intéressant parce que il y a eu un débat. La loi elle a été déposée, le projet, le 28 octobre 1978. Elle est promulguée que le 21 décembre 1880. Hein. Donc il y a eu des débats à la fois à la Chambre comme au Sénat. Bon. Elle a créé des collèges secondaires de jeunes filles, il y en a eu un à Bagnères, et des lycées de jeunes filles. Bon, et puis l'EPS à Vic aussi, il y a eu un collège secondaire de jeunes filles. Mais les débats sont intéressants. En particulier, il a dû faire des concessions sur son projet pour que le projet soit voté. Parce que les Républicains, ils acceptent par discipline le projet de Camissé, mais parce que Jules Ferry s'engage pour soutenir C. Mais les conservateurs, ils bataillent. Surtout au Sénat. Rien n'a changé. Surtout au Sénat. Et le gros argument, c'est le risque de voir apparaître des femmes déclassées, on ne sait pas ce que c'est, ou sans mœurs. Là, on devine un peu mieux. Alors, il y a une bataille sur les contenus. Sur les contenus. C'est souhaiter un enseignement de philosophie. Et ça, il y a eu un échec. Et un des opposants, c'est un républicain modéré, qui avait été chef du gouvernement en 1870, Jules Simon, qui était philosophe de formation. Voilà ce qu'il dit dans le débat. Si les jeunes filles mordent à la philosophie, mordre, comme elles ont mordu à la pomme, etc. Bon, elles y gagneront deux choses. Ou que la folie les étreindra, à bref délai, ou qu'elles deviendront athées. Ou que la folie les étreindra à bref délai, ou qu'elles deviendront athées. Il faut pour se livrer fructueusement aux études philosophiques des cerveaux d'hommes mûrs. C'est QFD. Donc il n'y aura pas de philo. Il y aura une expérience faite au lycée de jeunes filles de Toulouse par Jaurès, qui était prof de philo à la fac à Toulouse, et qui lui demandera une dérogation qu'on lui accordera pour aller essayer, expérimenter la philosophie au lycée de jeunes filles de Toulouse, l'actuel lycée Saint-Cernin. Et il a dû faire l'expérience pendant 2 ans, et une expérience qui s'est révélée probante. Bon, selon lui, évidemment. Donc, j'ajoute, nous n'irons pas jusqu'à bannir le latin et le grec, tout de même, dans le débat. Et la réponse, c'est un refus. Les humanités qui font l'honnête homme transformeraient les femmes en pédantes. C'est QFD. L'enseignement classique les détournerait de leur devoir premier, le mariage et la maternité. On en revient toujours à ça. Bon. Alors on ne voit pas en quoi l'enseignement du grec et du latin aurait détourné les femmes de la maternité. Bon, bref. Alors après, il y a un autre problème, qui est celui de l'enseignement scientifique, que C souhaite. Alors ça aussi, il y a eu des débats. Les sciences pourraient dessécher les jeunes filles, amoindrir leur grâce et leur féminité. Alors en quoi? Je ne sais pas, mais c'est des vieux sénateurs qui vous sortent tout ça. Bon. Bref, alors les sciences vont être réduites à une initiation aux sciences. Bon, donc bref, les programmes ne sont pas alignés sur ceux des garçons. Et donc, s'ils ne sont pas alignés à ceux des garçons, ça veut dire qu'ils ne visent pas le baccalauréat. Vous comprenez? Puisque le baccalauréat, il faut faire la philo en terminale, et il faut aussi avoir
fait des humanités classiques, du latin et du grec. Donc, les programmes ne peuvent pas déboucher sur un bac. Alors on crée un diplôme de fin d'études secondaires. Le diplôme d'études fin secondaires pour les filles. Alors qu'il y a à peu près le niveau du brevet supérieur qu'on passe dans les écoles primaires supérieures. Alors pour les filles, il y a le français, une langue vivante, de l'histoire, l'initiation aux sciences, il n'y a pas de philo mais il y a de la morale. Et puis on ajoute des disciplines qui ne sont pas... la gym, oui, c'est pour les garçons, mais on ajoute le dessin, la musique et les travaux à l'aiguille qui n'existent pas pour les garçons. Pour les garçons, il n'y a pas musique ni dessin. Bon. Alors, Paul Bert fait passer des amendements. Comment on va structurer ce lycée ? On ne va pas prendre exemple sur le lycée classique de garçons qui commence, vous savez, c'est par ordre décroissant vers la première et la terminale, hein, 6e, etc. C'est 7 ans la scolarité en lycée de garçons. En lycée de filles, ce sera 5 ans. Voilà. Un premier cycle de 3 ans qui déboucherait sur un brevet de fin d'études secondaires, et puis un second cycle de 2 ans, parfois 3, qui déboucherait sur le diplôme de fin d'études. On distingue le brevet de fin d'études secondaires, à l'équivalent fin de 3e, si vous voulez, et le diplôme de fin d'études secondaires. Bon. Donc, dans les collèges d'enseignement féminin, il n'y aurait que le premier cycle, les 3 premières années. Et il n'y aurait pas les 2 années, les 2 cycles suivants. Voilà. Alors, le premier lycée ouvre à Montpellier en 1881, à la demande du maire de Montpellier. Je vous donnerai les statistiques à la fin. Mais ce qui va se passer, c'est que la structure va craquer progressivement. Et comme toujours, la législation est obligée d'accompagner l'évolution des mœurs. S'il n'y avait pas eu ces pionnières qui s'étaient acharnées à passer le bac, à devenir licenciées, etc., on n'aurait pas posé la question de l'enseignement féminin, secondaire féminin. Bon, comme il y a eu ces filles, on s'est posé la question de l'enseignement secondaire féminin, avec en plus le fait de vouloir les enlever au contrôle de l'Église. Mais au début du XXe siècle, eh bien, les établissements privés avec des congrégations religieuses féminines, vont mettre sur pied des préparations spécifiques menant au baccalauréat. Et on a des filles qui vont passer le baccalauréat en candidates libres, en quelque sorte, mais préparées par des établissements privés. Bon, le bac qui était le sésame pour entrer dans l'enseignement supérieur, je le rappelle. Et puis entre-temps, on a la Première Guerre mondiale, où les femmes jouent un rôle très important. Et ça change complètement la donne. Alors, à partir de 1922, le système, il craque. Et on donne la possibilité pour les filles de faire une 7e année spécifique dans les lycées de jeunes filles. Et on y introduit de la philo et des maths, un peu plus. Et s'il n'y a pas assez d'élèves, eh bien, on donne une dérogation pour rejoindre le lycée de garçons. Pour finir, mais il faut une dérogation, être une très bonne élève, etc. Bon, donc le système craque au point que nous avons le décret de Léon Bérard du 25 mars 1924, qui était ministre de l'Instruction publique de janvier 21 à mars 24, et qui a créé, par le décret du 25 mars 1924, qui a assimilé le lycée l'enseignement secondaire féminin à l'enseignement secondaire masculin. Même programme, etc. En 1928, il y a 7 années, etc. Bon. Et on introduit, pour les filles, l'enseignement facultatif de latin, de grec et de philo, qui permet aux filles d'aborder le bac. Alors, celles qui veulent pas suivre ces enseignements facultatifs, eh bien, se contentent du diplôme de fin d'études secondaires, mais celles qui veulent passer le bac sont obligées de suivre ces enseignements facultatifs. Bon, et ça va permettre d'ouvrir le supérieur aux filles. Et ça, c'est une réforme importante, une véritable révolution, parce qu'elles accèdent au bac. En 1930, d'ailleurs,
et ça c'est nouveau aussi, les concours généraux sont ouverts aux filles, ce qui n'était pas le cas jusque-là. C'était réservé aux garçons. Bon, alors Léon Bérard, le voici. Je n'en dis pas grand-chose parce que le temps tourne, et puis que c'est un personnage qui, à cette époque-là, est très engagé, effectivement, puis après qui va évoluer. Je signale simplement qu'il était né à Sauveterre de Béarn et qu'il était député des Basses-Pyrénées, comme on disait à l'époque. Mais après, il va soutenir Vichy. Il a été notamment, donc il a voté les pleins pouvoirs à Pétain, et il a été pendant de 40 jusqu'en 44 ambassadeur de France au Vatican. Il a passé toute la guerre au Vatican. Et comme il avait voté les pleins pouvoirs à Vichy, après il n'a pas pu se représenter. Il a perdu ses droits civiques et ses droits à être élu. Il avait fait une proposition qui avait été partiellement suivie des faits dans les années 30. Les républicains espagnols qui sont revenus réfugiés, pour un certain nombre, ont été enfermés dans des camps aussi, notamment à Gurs. Il avait proposé, et ça avait commencé à être mis en pratique, de livrer quand même les gens qui étaient à Gurs à l'Espagne. Et certains sont partis du camp de Gurs au camp de Miranda. Autrement dit, c'était des réfugiés qu'on a renvoyés en Espagne. Bon, c'est un sujet qui mérite discussion en tout cas. Bon, enfin, c'est lui qui a créé le bac féminin. Voilà. Il était radical au départ et puis après, il a pris ses distances avec le parti radical. Quand Herriot, par exemple, a supprimé l'obligation du latin et du grec, il y a eu un grand débat à la Chambre des députés où il a apostrophé Herriot en latin. Et ils ont eu un échange en latin. Bon, on imagine... Il y avait le sénateur maire de Bressuire, dont je parlais tout à l'heure, il était hostile aussi à ça. Et il avait fait un grand discours au Sénat dans lequel il disait « Messieurs, que va devenir la démocratie lorsque plus personne ne sera capable de lire Démosthène dans le texte ?» Bon, alors aujourd'hui, ceci explique cela. Peut-être s'il revenait aujourd'hui, il nous dirait « c'est votre faute ». Bon, avec tout ça, je voulais donner quelques statistiques pour parler du secondaire féminin avant de passer à la laïcité. L'évolution du nombre d'établissements secondaires féminins. Entre 1881 et 1896, on a créé 32 lycées sur l'ensemble du pays, donc pas un par département, et 28 collèges. En 1900, on comptait 40 lycées. En 1907, il y a 103 établissements de jeunes filles, 47 lycées et 56 collèges. Donc, si vous voulez, il y a eu une progression continue avant la guerre de 14. En 1931, il y avait 206 établissements secondaires féminins, 74 lycées, 97 collèges, plus des cours secondaires qui s'étaient créés en plus, mais privés. Alors, beaucoup de lycées de jeunes filles des années 1880 n'ont pas été construits ex nihilo. On a essayé de les caser dans des bâtiments qui existaient. Par exemple, à Paris, le lycée Fénelon a été installé dans un ancien hôtel particulier. Donc voilà, les établissements, leur nombre a augmenté de manière considérable. Les effectifs élèves, en 1882, donc après la création, il y avait 700 élèves. En 1907, il y en avait 25 000, et en 1931, il y avait 60 000 élèves dans les lycées et collèges secondaires féminins. Donc là aussi, il y a eu une augmentation. Et les enseignantes, parce qu'il fallait des femmes. Alors, on manquait de femmes au départ. Ah oui, on manquait des femmes, et j'ai oublié de dire que c'est pour ça, pour enseigner dans les lycées féminins, on avait créé l'école normale supérieure de Sèvres. En 1881,
il faut que je retrouve la date. Oui, 1881. L'école normale supérieure de Sèvres. On l'avait installée dans des anciennes Sèvres. C'était quoi la spécialité? C'était de la porcelaine. Oui, et c'était dans d'anciennes usines, manufactures désaffectées qu'on avait installé l'école de Sèvres. Elle a disparu en 1940 parce que les Allemands l'ont occupée, etc. Et en 48, puis comme l'école, tous ces enseignements féminins, j'ai oublié de dire, sous Vichy, c'est supprimé. Hein? Alors sur le papier, après, dans les faits, c'est pas aussi évident. Mais en 1948, l'ENS de Sèvres est recréée et installée au boulevard Jourdan à Paris, où elle va rester jusqu'en 1985. On parlera après, parce que 1985, l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres a fusionné avec l'école normale supérieure de garçons de la rue d'Ulm. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule école normale supérieure, mixte. Donc, on avait créé, justement, il fallait former, parce qu'on manquait de filles, avec l'explosion importante du nombre de lycées féminins et d'enseignements secondaires féminins. Le nombre d'enseignantes pour aller dans ces établissements n'avait pas suivi. Donc on avait autorisé les hommes à aller enseigner par dérogation dans des établissements féminins. Mais là aussi, c'était par dérogation. Alors, en 1907, on comptait 297 professeurs agrégés et 324 licenciés. Et en 1939, on comptait 869 professeurs agrégés et 997 licenciés enseignants dans les établissements secondaires. Donc là aussi, le nombre d'enseignantes avait augmenté. Ce qui est intéressant, ce sont les résultats. Parce que durant les années 1930, au niveau national, les candidates filles sont beaucoup moins nombreuses que les garçons. Hein. Elles sont en proportion inférieure, parce qu'on compte au moins au bac une candidate fille pour 3 candidats garçons. Donc les candidates féminines sont moins nombreuses. En 1933, par exemple, il y a 3 966 bachelières contre 11 021 bacheliers. Donc les effectifs de terminale dans les lycées de garçons sont 3 fois supérieurs à ceux des lycées de jeunes filles aussi. Les effectifs en classe sont plus importants, du fait du retard cumulé depuis longtemps. Mais en revanche, quand on regarde, parce qu'il y a une autre statistique qui a été faite, tout ça, ça a été étudié, moi je fais que reprendre mes lectures. Par exemple, il y a eu des statistiques qui sont faites il y avait 2 sections à l'époque, philosophie et mathématiques. Bon, pour le baccalauréat. Si on prend le taux de réussite, donc là, on prend on fait un pourcentage entre le nombre de candidates et le nombre de reçus. Le taux de réussite des filles est en moyenne légèrement supérieur à celui des garçons. Hein, parce que pour les garçons, il est de 39,7% en 1938, et pour les filles, il est de 44,8%. Hein, alors, pardon, non, bon, pour les garçons, il est de 39,7% en 1938. Oui, 39,7%, ah là, j'y vois mal. 39,7% pour les filles en 1938 et 44,8% pour les filles non, 39,7%, 44,8% pour en 38. Pour les garçons, en 33, il est de 37,1%, donc 2 points de moins, et il est de 43,4% en 38 pour les garçons, c'est-à-dire 1 point de moins que les filles. Autrement dit, les filles ont des résultats légèrement supérieurs à ceux des garçons. Bon, et c'est toujours vrai, je signale, hein. C'est toujours vrai. Les filles ont de bons résultats au bac par rapport aux garçons. Concernant les résultats et les rapports entre filières, c'est ça qui est intéressant aussi. En 1914, donc il n'y a pas de statistiques, j'ai pas trouvé de statistiques pour la période postérieure. En 1914, les filles réussissent mieux le baccalauréat de section philosophie que les garçons, et pour
les garçons, évidemment, le baccalauréat section mathématiques est meilleur. Les garçons sont meilleurs en sciences et plus nombreux à suivre des études scientifiques que les filles dans les sections littéraires. Et ça, vous savez, encore récemment, Madame Borne, quand elle a été éphémère ministre de l'Éducation nationale, a essayé de voir comment on pouvait développer le nombre de filles dans les classes scientifiques. Et c'est vrai que il y avait quand j'ai fini ma carrière, c'est l'époque où ils avaient supprimé le bac E et ils avaient créé le bac S. Sciences de l'ingénieur, qui correspond au bac E. Et bien dans les séries S, Sciences de l'ingénieur, en terminale, il y avait une fille ou deux maximum, mais c'était essentiellement une classe de garçons. Par contre, dans les séries L littéraires, alors là, on avait une prédominance de filles, quoi. Alors ça changeait l'ambiance de la classe, parce qu'une classe, enfin ça, pour ceux qui ont enseigné, ils savent ça. Alors, je voudrais terminer dans le quart d'heure qui reste, parce qu'on est un peu. Alors, ce qu'on appelait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale parfois, mais surtout avant la Première Guerre mondiale, la coéducation. La coéducation, elle a triomphé dans les années 60, 1960-70. Alors, c'est quelque chose qui, au XIXe siècle, existe aux États-Unis. Et beaucoup de Français qui veulent introduire de la mixité prennent exemple sur ce qui se passe aux États-Unis. On en retrouve aussi dans les pays protestants européens. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a des classes mixtes très tôt. Alors, ça s'explique à cause de l'influence catholique. Pour eux, la mixité, c'est pas moral. Voilà. Et ça a été condamné par une encyclique du pape Pie XI en 1929. L'encyclique Divini Ilius Magistri de 1929 condamne la mixité, source de désordre sexuel. Voilà. Bon. Alors, chez les protestants aux États-Unis, même dans les pays protestants d'Europe, ça faisait pas de problème. Bon. Mais à partir de 1933, on va manquer de monde et on va autoriser les femmes à enseigner à des garçons entre 6 et 9 ans, mais pas au-delà. Entre 6 et 9 ans à l'école maternelle. C'est pour ça que dans les petites classes, on aura souvent aussi des institutrices à une certaine époque. Alors, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'enseignement public était non mixte. Sauf dans les cas de contraintes matérielles. Les classes uniques dans les petits villages de la France rurale sont le plus souvent mixtes. Et on appelait ces écoles, on ne disait pas mixtes, on disait qu'elles étaient géminées. Et on parlait de gémination scolaire dans les textes. Bon, en 1860, on compte 35 000 écoles de garçons, 14 000 de filles, école primaire, élémentaire, et 17 660 mixtes. C'est dans les communes de moins de 500 habitants. Alors, je relis ce que j'ai dit tout à l'heure, des précautions sont édictées afin que les deux sexes n'entrent pas en contact. Cloison d'au moins 1 mètre entre les groupes dans les classes. Séparation lors des exercices et entrée différée dans l'établissement. Même si ces demandes étaient parfois difficilement applicables. Cette séparation jugée saine rejoint l'idée qu'il faut préparer les enfants à jouer à l'âge adulte des rôles sexuels différents. C'est ça aussi. L'honnête homme et le bon citoyen d'un côté et la femme cantonnée à la vie domestique de l'autre. Bon, je passe. Alors, en novembre 1915, nous sommes pendant la guerre. Une circulaire autorise l'entrée des filles des classes primaires dans les écoles de garçons, et vice-versa. Alors, il s'agit encore de répondre à des raisons pratiques, parce que de nombreux instituteurs sont au front, alors que les institutrices, elles sont pas au front. Et donc, à ce moment-là, il va falloir quand même accepter que des institutrices assurent les cours à la place de ces messieurs qui sont au front, ou alors on les démobilise. Et en octobre 1922, la mesure est étendue dans les petits lycées. Bon,
En fait, dans les années 1930, 45% des établissements scolaires du premier degré, du primaire, mélangent filles et garçons. Donc en fait, c'est un fait, quoi. Alors, la mixité n'est pas remise en cause. Jusque dans les années 20, 30, c'est toléré dans certains cas. Et alors, sous le régime de Vichy, il y a des lycées qui sont autorisés, et en particulier un lycée dans le sud de la banlieue parisienne, de la banlieue sud de Paris, qui est le lycée Marcellin Berthelot. Je cite ce cas parce qu'il y a eu une étude faite, et en janvier 1943, le proviseur fait un rapport, dont je voulais vous lire un extrait. Le caractère mixte du lycée complique beaucoup l'œuvre d'éducation. Le langage qui convient aux garçons n'est pas toujours celui qu'il faut tenir aux jeunes filles. Bon, il arrive aussi que les jeunes filles prennent aux garçons leurs défauts et n'observent pas toujours toute la réserve souhaitable. Leur présence est un élément de trouble et ne contribue à améliorer ni l'instruction ni l'éducation. Voilà. Alors pour sa part, le recteur le soutient en craignant qu'un trop grand nombre d'élèves féminines ne prennent de place aussi aux garçons. Ça aussi, il faut pas qu'on prenne des places aux garçons. Bon, de ce côté, moi, je ne sais pas si les filles ont pris les défauts des garçons dans les classes mixtes. Enfin, moi, ce que j'avais constaté en enseignant, bon, à une époque, les garçons s'appelaient par leur nom de famille. Au service militaire, c'était le cas aussi. Hein. Aujourd'hui, ils s'appellent plus facilement par leur prénom. Hein. Et alors, je me demande si ça n'a pas été une influence des classes mixtes, parce que les filles s'appelaient par leur prénom. Bon, j'en sais rien. Hein. Non ? Bon, alors, mais il y a des évolutions. Bon. Moi, à la fin de ma carrière, il y avait des collègues qui trouvaient bizarre que, les garçons, le matin, quand ils arrivaient en classe, les filles se faisaient la bise, les garçons se touchaient la main. Et puis, on a vu les garçons se faire la bise aux filles, et les garçons se faire la bise entre eux aussi. Voilà. Bon. Bon, c'était une habitude que on n'avait pas. Quoi. Bon. Nous, bien. Alors, depuis la Seconde Guerre mondiale, et c'est ça qui est important, et je termine, la mixité a été généralisée sous la Ve République. En 1957, le terme mixité se généralise dans le vocabulaire de l'éducation nationale. Mais c'est pas encore officiel. Alors, bien sûr, des lycées concrets sont des lycées mixtes. Par exemple, ici, dans le département, le lycée de Vic, il est mixte. Le lycée d'Argelès, quand il est créé, il est mixte. Mais il y a toujours à Tarbes un lycée de garçons et un lycée de filles. Hein, bon. Et il n'y a pas beaucoup de filles, certainement, à Jean Dupuy. Hein, lycée technique, dans les lycées techniques et professionnels, il n'y a pas beaucoup de filles. Bon. Donc, en 1957, pourtant, on en crée, et parce qu'on ne peut pas faire autrement, on n'allait pas créer un lycée mixte, un lycée de garçons et un lycée de filles à Vic, et un lycée de garçons et un lycée de filles à Argelès. Donc, il a fallu attendre la Ve République, la réforme de Berthoin. Alors, il n'y a pas de U dans le Toin de Berthoin, je me suis trompé. Il légalise les lycées mixtes en 1959, c'est autorisé par la loi. Jusqu'alors, c'était des dérogations. La réforme Fouché-Capelle, en 1963, étend la mixité au CES, que crée Fouché, et au collège. Bon, c'est toujours pour des raisons de gestion, hein. C'est pas pour des raisons d'idéologiques ou de principe. Bon, enfin, il y a la loi Abi. Non, la loi de 69 impose la mixité à tout le premier degré, quelle que soit la taille de la commune, etc. Hein. Bon, donc ça c'est quand même, ce sont des évolutions importantes. Mais 69, c'est après 68. Hein. Vous savez qu'à Paris, la cause un des problèmes, c'était la mixité qui avait soulevé pas mal de révoltes à Nanterre. C'était la mixité pas des dortoirs, comment on appelait ça, des résidences universitaires. Voilà, bon. Et enfin, il y a la loi Abi de 1975, qui, dans ses décrets d'application de 1976, généralise la mixité dans tous les degrés de l'enseignement.
Et alors, à partir de ce moment-là, on va voir des garçons à Marie Curie et des filles à Théophile Gautier, par exemple. Ça, c'est quand même quelque chose qui a été rendu quasiment obligatoire. Au point que, après, dans le supérieur, mais un peu avant d'ailleurs, dans le supérieur, en 72, Michel Debré, ministre de la Défense, crée la mixité à Polytechnique. Vous vous souvenez tous, c'est une fille d'ailleurs qui a été major, Anne Chopinet, qui a été major à Polytechnique. On a créé un bicorne spécial pour les filles d'ailleurs, pour qu'elles puissent défiler le 14 juillet. En 1983, donc plus tard quand même, c'est l'école spéciale militaire de Saint-Cyr qui est mixte. Et puis, les écoles normales supérieures, elles ont été regroupées, mais aujourd'hui, vous avez l'école normale supérieure de Lyon qui est mixte et l'école normale supérieure rue d'Ulme-Sèvres qui est mixte. Donc, en fait, la mixité s'est étendue à la fin du XXe siècle. Et je terminerai là-dessus. La loi d'orientation de 1989, eh bien, elle affirme la mixité et l'égalité des sexes en matière d'enseignement. C'est une légalisation officielle. Égalité des sexes et égalité, mixité et égalité en matière de contenu. Voilà. Mais il a fallu quand même de 1800 à 1989 pour que ce principe soit officiellement défini par la loi. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. J'ai fait dans les temps, n'est-ce pas? Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.